Bonjour et bienvenue à notre vidéo sur les nouveaux mouvements religieux. Mon collègue et moi, nous avons choisi l'Association maçonnique bénévole de Québec. C'est en fait une branche de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, en fait, c'est une organisation qui promouvoit le progrès moral, l'amélioration de la société. Elle promouvoit aussi la liberté de penser et elle encourage la connaissance. C'est une organisation qui favorise beaucoup la tolérance et le dialogue. C'est vraiment une organisation qui se considère pas nécessairement comme un mouvement politique ou une secte ou une religion. Donc c'est pour ça que j'utilise le terme organisation. Dites-nous au juste, c'est quoi la franc-maçonnerie? Est-ce une philosophie? Qu'est-ce que c'est au juste? C'est un ensemble de choses, mais c'est d'abord une manière de se construire et de porter un regard plus ouvert au travers du regard des autres, d'ouvrir sa propre perspective sur le réel. Alors, en ce qui concerne la vidéo que vous venez de visionner, il s'agit d'un court extrait d'une entrevue où un franc-maçon nous parlait un petit peu de ce qu'il pense de la franc-maçonnerie. Et voici maintenant le reste de cette interview, avec laquelle, je l'espère, vous serez en mesure de mieux comprendre ce NMR. Ce qui rassemble ces hommes, c'est le désir de bâtir ensemble et de faire le beau, de faire le bien. Quoi? Bâtir d'abord des cathédrales ou des palais, puis ensuite des cathédrales de l'esprit quand la maçonnerie passe de l'ordre du matériel à de l'ordre du spéculatif, comme l'on dit. Vous êtes vous-même membre d'une loge? Oui, je suis membre du Grand Orient de France. Ouais. En général, c'est plutôt secret. Pourquoi les gens ne le disent pas? Mais il faut voir ça à cause probablement des persécutions qu'il y a pu y avoir. Il ne faut pas oublier qu'en France, notamment, en 1940, il y a une loi qui est votée. Alors, elle ne produit pas forcément la même catastrophe qu'avec les Juifs, mais cependant, il y a des carrières entières qui sont brisées, des hommes et des femmes qui sont complètement exclus de la société du fait de leur engagement maçonnique, et ça n'est tout à fait pas acceptable. Beaucoup de fantasmes, je l'ai dit, sur la franc-maçonnerie. Elle tirerait les ficelles dans l'ombre, mythe ou réalité? Enfin, la réponse est dans la question, si vous voulez. Je pense que ce qui fait peur, c'est le secret en franc-maçonnerie. Or, il n'y a pas de secret. Et les maçons ont peut-être aussi leur part de responsabilité en cultivant cette idée du secret. C'est Casanova qui donne la meilleure définition du secret. Casanova, qui était lui-même franc-maçon, il dit « Le secret n'est pas dans les rituels, le secret n'est pas dans les décors. Le secret, il est intransmissible puisqu'il est ce que j'éprouve en travaillant dans cette méthode. » Concrètement, prenons le Grand Orient de France, à laquelle vous appartenez comme loge. De quoi on parle? Quels sont les thèmes? Quels sont les sujets? Quel est votre rôle, en fait, dans une société comme la société française, européenne? Vous savez, très concrètement, c'est plutôt travailler avec une méthode. Les sujets qu'on peut y aborder, ça dépend des obédiences. J'ai envie de dire qu'on parle soit de questions purement méthodologiques dans la maçonnerie, soit de questions qui évoquent le temps long. La maçonnerie ne s'implique pas dans le temps court. Alors, comme nous l'avons mentionné nous-mêmes, ainsi que l'auteur qui a été interviewé l'a mentionné aussi, la franc-maçonnerie ne se considère pas comme un NMR. Cependant, nous ne sommes pas complètement d'accord avec la définition propre qu'il se donne, car pour nous, la franc-maçonnerie est effectivement un NMR, notamment par sa structure initiatique, où il y a plusieurs rôles. Il y a les initiés, il y a les apprentis, il y a les maçons, et ainsi de suite. Il y a aussi également un grand symbolisme spirituel associé aux outils de la maçonnerie, comme l'équerre, également l'illuminati, le marteau, etc. C'est également une communauté qui est très soudée et avec laquelle il est difficile d'interagir et dans laquelle il est relativement compliqué aussi de s'approcher. Il est possible, bien sûr, d'être initié et de rentrer dans la franc-maçonnerie, car il reste, puisque c'est un NMR, ils veulent malgré tout pratiquer le prosélytisme. Mais ce n'est pas facile d'interagir avec eux quand on n'est pas un franc-maçon. Il y a également une quête de sens, bien que ce ne soit pas dans toutes les loges de la franc-maçonnerie. Il demande symboliquement de croire en un architecte de l'univers.
Il y a aussi des textes sacrés qui seraient les textes instaurés par l'Église dans le temps où la maçonnerie objective et la maçonnerie opérative étaient encore très différents et même que la maçonnerie opérative était la seule qui existait. Mais nous reviendrons sur cela plus tard. Par contre, il y a effectivement un point qui différencie la franc-maçonnerie de la plupart des religions, et c'est la permission de laïcité. En gros, les membres sont libres à eux de croire ou de ne pas croire en un être suprême dans la plupart des loges. Cela dit, comme mentionné plus tôt, dans les loges d'Angleterre, ils demandaient majoritairement de croire en un architecte cosmique. Et c'est justement cette question de la laïcité qui va être au cœur d'un grand schisme qu'il y a eu entre deux loges françaises dont mon collègue Albert va vous parler à l'instant. D'un exemple de schisme, en fait, ça serait entre la Grande Loge de France puis le Grand Orient de France. C'était en fait deux loges assez importantes au 18e et 19e siècle en France. Donc, pour le Grand Orient de France, en fait, c'était la loge avec une approche un petit peu plus libérale et laïque de la maçonnerie. En fait, il n'obligeait pas vraiment ses membres à croire à un être suprême, à une divinité. Ils avaient vraiment une approche plus ouverte aux autres philosophies et religions. Ceux-là ont donc aboli en fait l'idée de croire à un être suprême en 1877. Puis ils étaient un petit peu plus impliqués politiquement au niveau des débats publics, puis avec notamment des prises de position. Alors que si nous allons de l'autre côté, en fait, la Grande Loge de France, eux étaient un petit peu moins impliqués au niveau politique. Ils visaient plus l'amélioration individuelle de ses membres, puis en évitant en fait ces débats politiques-là. Puis ceux-là, par contre, au contraire, pensaient vraiment qu'il y avait un architecte de l'univers, si je les cite. Puis vraiment, ils croyaient vraiment à un être suprême, une sorte de guide pour leurs membres. Puis ceux-là avaient vraiment une dimension religieuse bien plus centrale, en fait, au niveau de leur loge, si on les compare avec le Grand Orient de France, en fait. Donc, leurs différences sont vraiment au niveau plus religieuse, au niveau de la croyance d'un être suprême, puis au niveau aussi de leur rôle plus politique au niveau des débats publics. Donc, pour parler un petit peu de prosélytisme dans la franc-maçonnerie, en fait, ils croient vraiment que c'est par vocation, par spontanéité que l'on devient franc-maçon. Donc, il ne faut pas influencer des gens à le devenir. Ça doit pas vraiment être quelque chose de forcé. Donc, ils font pas nécessairement de prosélytisme, mais il ne faut pas voir ce groupe-là comme étant fermé, privé et pas ouvert aux autres gens. Donc, les membres de l'organisation, c'est laissé à leur discrétion s'ils veulent parler, informer les autres, en fait, sur leur mouvement. Mais c'est vraiment pas dans le but ou dans le besoin d'influencer les autres. Donc, il faut vraiment voir ça comme un juste milieu, en fait. Bien, la franc-maçonnerie, c'est un ordre, c'est une fraternité, on peut dire. C'est une société que l'on dit secrète, mais qui est davantage discrète qu'autre chose, parce qu'il n'y a plus de secret maintenant, qui remonte aux tailleurs de pierre, qui remonte vraiment aux tailleurs de pierre qui travaillaient sur les chantiers des cathédrales au Moyen Âge. Et ces tailleurs de pierre-là étaient très chrétiens. Bon, la franc-maçonnerie s'est déchristianisée par la suite, mais au Moyen Âge, évidemment, bon, on était encore à l'époque pré-réforme. Hein? Alors, la franc-maçonnerie était très christianisée, et dans le contexte de ce discours-là, les tailleurs de pierre associaient à chacun de leurs outils une vertu morale. Parce qu'ils avaient sacralisé le travail. Pour eux, le travail était une prière, et le travail était aussi la meilleure façon de s'améliorer soi-même. Alors, le travail bien fait, ta pierre bien taillée, te taillait toi aussi comme pierre pour ton temple intérieur. Vous voyez un petit peu le raisonnement, là? Et de fil en aiguille, depuis ce temps-là, la maçonnerie existe et a à peu près pas changé dans le fond. Elle a changé dans les formes, mais elle n'a pas changé dans le fond, dans le message fondamental qu'elle livre et qu'elle partage, qui est celui de la fraternité entre les hommes, mais d'un rôle actif et positif dans la société. Si on parle de l'histoire américaine, c'est très facile de dire que la maçonnerie a marqué l'histoire
L'histoire des États-Unis naissant, je veux dire, la Déclaration d'indépendance de 1776 est un document maçonnique. Ça a été écrit par des maçons, ça a été écrit comme écrivent des maçons, et puis ça met de l'avant les vertus que les maçons mettent de l'avant. La Déclaration de la Constitution de 1789, même chose. Dans chacun des deux cas, il y avait entre un tiers et la moitié des signataires qui étaient maçons. Et ça se sent, ça. La franc-maçonnerie a marqué l'histoire et la culture de plusieurs pays et que les États-Unis ont été particulièrement touchés par cela. Comme mentionné plus tôt, oui, la Déclaration d'indépendance américaine est un document maçon et plusieurs signataires sont également des maçons. On y compte notamment George Washington, qui a été le premier président des États-Unis, et Benjamin Franklin, qui a été un personnage très important pour l'histoire américaine et pour l'histoire de plusieurs autres pays par les nombreuses inventions qu'il a proposées au monde. Mais ce n'est pas tout, parce que la franc-maçonnerie, encore aujourd'hui, s'impose comme un pilier dans la culture américaine. Il y a beaucoup de symboles maçons qui sont présents partout aux États-Unis. Il y a l'œil maçonnique, donc l'illuminati si on veut, le triangle avec l'œil au milieu, qui est sur les billets de 1$. Il y a l'obélisque et le Capitole, qui ont tous deux été construits par des maçons et inaugurés selon les rites maçonniques. Et ce sont des bâtiments présents tous deux à Washington, D.C. et qui sont particulièrement importants pour la culture américaine. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a beaucoup de loges américaines qui sont impliquées dans des charités qui servent de centre communautaire. On a notamment une loge qui s'est impliquée pour faire des dons afin de financer des hôpitaux gratuits pour les enfants malades, ce qui aux États-Unis n'est pas rien, parce que les soins médicaux aux États-Unis sont particulièrement coûteux. Par contre, ce n'est pas tout bouquet de fleurs et pétales de roses, parce que la maçonnerie aux États-Unis a aussi son côté un peu plus sombre, car c'est en partie à cause de la maçonnerie qu'on a institutionnalisé la ségrégation. Et pendant très longtemps, les Noirs n'étaient pas permis de faire partie de la maçonnerie américaine. Un jour, ils ont même été forcés de créer une loge maçonnique réservée pour les Noirs afin de contourner ce problème. Et cette loge a très longtemps été considérée comme une fausse loge par la plupart des autres loges, jusque même dans le début des années 2000, où certains États ne le considéraient encore pas comme une loge maçonnique. Mais de nos jours, tout a été réglé, et même si c'est encore deux entités un peu séparées, la loge Prince Hall, qui est la loge africaine-américaine, et les autres loges américaines sont en harmonie. Ici, au Québec, on n'a pas cette pesanteur-là de la maçonnerie, essentiellement parce que la maçonnerie a toujours été considérée par l'Église catholique comme quelque chose d'absolument condamnable. Et d'ailleurs, elle ne s'est pas privée pour la condamner. Je n'ai pas fait le décompte récemment, mais je pense que la maçonnerie en est à une vingtaine d'excommunications, ou à peu près, là. Essentiellement parce que dans l'esprit catholique, il y a une seule vérité, et forcément, c'est l'Église catholique qui la possède. La maçonnerie est écuménique. Elle considère que toutes les religions se valent dans la mesure où une religion bien pratiquée par celui qui la pratique ne peut qu'améliorer cette personne-là. Et que toutes les religions du livre proposent le même message fondamental. Aime ton prochain comme toi-même et traite les autres comme tu estimes être en droit d'être traité. La maçonnerie au Québec jusqu'aux années 80, 70, 80 et encore, peut-être même jusqu'aux années 90, a été essentiellement une affaire anglophone, anglo-saxonne, parce que, ça c'est mon hypothèse, parce que les anglo-saxons sont habitués de côtoyer des obédiences et des déclinaisons religieuses différentes. Il n'y a pas beaucoup de chicanes dogmatiques entre, je ne sais pas, un anglican et un presbytérien, ou entre un presbytérien et, je ne sais pas, un anabaptiste, etc. Ils sont habitués de se côtoyer, et il n'était pas rare, et si vous vous promenez dans les vieux villages des cantons de l'Est, vous allez souvent trouver la loge maçonnique à côté de l'église anglicane. Littéralement, ils sont voisins, parce que le ministre anglican était aussi le chapelain de la loge, et qu'après sa messe du dimanche, il traversait pour la tenue. Alors, il y a une proximité entre les religions protestantes et la franc-maçonnerie dans tous les pays anglo-saxons et dans tous les pays catholiques. Ça a été à peu près le contraire, et ici au Québec, ça a été épouvantablement difficile pour la franc-maçonnerie, au point où l'Église encourageait activement l'appartenance aux chevaliers de colon,
qui est une copie conforme de la franc-maçonnerie qui a été élaborée au début du 20e siècle aux États-Unis par un prêtre irlandais pour combattre la méchante franc-maçonnerie. On s'est dit, on va leur en donner une bonne pour que les bons catholiques n'aillent pas côtoyer les méchants protestants. Et on a fait une pâle copie de la franc-maçonnerie avec des initiations, etc., etc. Et M. le curé recommandait systématiquement l'appartenance aux chevaliers de Colomb, puis surtout pas aux méchants francs-maçons, qui, c'est bien connu, adoraient le diable et célébraient le sabbat. Donc oui, comme bien des problèmes vécus au Québec, on doit l'absence de franc-maçonnerie flagrante à notre bonne vieille Église catholique qui encourageait les francophones à justement s'en aller vers les chevaliers de Colomb qui sont littéralement l'inverse de la franc-maçonnerie, simplement parce qu'elle considérait que une organisation où les gens ne croient pas en un Dieu ou simplement sont laïcs ou croient en un autre Dieu était tout simplement intolérable. Et cette presque haine envers la franc-maçonnerie a perduré très longtemps et on a vu très très peu de colons, de francophones, pardon, qui sont francs-maçons jusque dans le début des années 80-90, où là, on a vu peut-être un petit peu de changement suite à la Révolution tranquille. Mais même encore là, il y avait en certains en tout cas, une haine profonde envers cette franc-maçonnerie. Et je vais justement vous montrer un extrait d'une conférence d'Arnaud Lassus, qui est un extrémiste, ou plutôt un conservateur catholique assez intense, qui nous parle de son point de vue sur la franc-maçonnerie. Deuxième point, les relais. Je vous ai dit que les relais de la franc-maçonnerie sont très importants parce que la franc-maçonnerie souhaite que ne soient pas trop facilement découverts ses objectifs. Elle a donc besoin de relais pour transmettre dans le grand public les projets de société, les idées, les consignes, les idées directrices qu'elle élabore. Un des premiers relais de la franc-maçonnerie est visiblement le MLQ, Mouvement laïque québécois. J'ai eu, un ami m'a passé une collection de revues du MLQ, et j'ai repris, on voit assez fréquemment, dans le bulletin laïcité du Mouvement laïque québécois, on voit assez facilement une réclame, qui est celle qui est à la partie haute du tableau, réclame disant « Compliment d'une loge maçonnique mixte et laïque de Montréal au Mouvement laïque québécois ». Et vous avez visiblement cette loge maçonnique mixte et laïque de Montréal avec le compas et le cimeterre et les 3 points qui sont des symboles maçonniques bien connus. Autre relais de la franc-maçonnerie au Québec, le Cercle Condorcet. Voilà ce qu'on lisait dans une revue du MLQ, la revue Laïcité, texte au tableau. Le Conseil national du mouvement laïque québécois a décidé à sa réunion du 5 septembre 1988 d'encourager la fondation d'un cercle Condorcet à Montréal. Le premier cercle Condorcet fut fondé à Paris en 1987 sous l'inspiration de la Ligue française de l'enseignement. Le cercle Condorcet de Montréal sera un lieu organisé pour débattre et pour produire des idées, des thèses, des propositions qui seront ensuite diffusées, confrontées et soumises à l'opinion publique. Fin de la citation de la revue Laïcité, du journal Laïcité. Donc vous voyez là comment s'engendrent ces relais. Le MLQ est visiblement un relais de la franc-maçonnerie québécoise, et le MLQ lui-même donne naissance à un cercle Condorcet qui est un relais de relais, si vous voulez. Et le cercle Condorcet est en liaison directe avec le cercle Condorcet de Paris, et qui a été fondé par la Ligue française de l'enseignement, la Ligue française de l'enseignement étant un des relais du Grand Orient de France. Donc tout ça se tient, et vous avez là des relais en cascade, MLQ et cercle Condorcet. Alors comme M. de Lassus vient de nous le signifier avec tant de bonne humeur et de joie, on peut complètement comprendre que la franc-maçonnerie n'occupait pas une place de choix dans le cœur de tous les Québécois et de tous les francophones. Et oui, cela est probablement dû à la propagande que l'Église faisait négative envers la franc-maçonnerie ainsi que son incitation à vous envoyer vers les chevaliers de Colomb. Mais personnellement, je pense aussi que l'on peut associer ça simplement au fait que la franc-maçonnerie a débarqué au Québec avec l'arrivée des Anglais venant de la Grande-Bretagne de l'époque, qui venaient justement de prendre le Québec et de nous conquérir. Et on sait, par nos cours d'histoire, que à l'époque, la relation anglo-francophone n'était pas
n'était pas de tendresse et d'amour. Il y avait beaucoup de tensions entre les deux parties et on essayait franchement de convertir les francophones à la langue anglaise et à leur imposer un rythme de vie qui n'était pas le leur. Alors je pense que cela a aussi fait en sorte que les francophones ont eu moins tendance à s'en aller vers la franc-maçonnerie anglophone de ce fait. Mais bon, c'est pas parce que la franc-maçonnerie est allée chercher très peu de Québécois que la franc-maçonnerie n'a pas eu d'impact au Québec. Parce que, si je peux vous le rappeler, les Anglais aussi habitaient au Québec. Et en fait, ils ont amené avec eux la franc-maçonnerie au Québec en l'an 1759. Et le premier temple maçon a été inauguré, pardon, en 1863 pour un coût de environ 25 000 le premier temple maçon dans la ville de Québec, bien sûr. Ce qui, pour l'époque, était immense. Et il est bien sûr orienté vers l'ouest, comme tous les temples maçons devraient l'être selon la coutume maçonne. Et depuis, en fait, la maçonnerie a contribué à quand même plusieurs choses dans la vie commune de la ville de Québec, dont on peut notamment prendre en compte plusieurs sociétés philanthropiques et littéraires historiques du Québec qui ont été financées ou qui sont encore financées par la maçonnerie. En tout cas, la mise en place de plusieurs cercles intellectuels où les gens peuvent se rassembler pour discuter d'idées politiques, sociologiques, philosophiques, culturelles, etc. On a l'instauration de plusieurs bibliothèques publiques, comme il me vient en tête la bibliothèque Fraser-Hickson à Montréal, mais il y en a bien d'autres. Et on a aussi l'institution, par exemple, de le Mechanics Institute, l'Institut mécanique de Montréal, encore une fois. Pour conclure, l'Association maçonnique bénévole du Québec a vraiment été marquée par la construction du temple en 1863, ce qui a permis aux membres de se rassembler et de concrétiser leurs croyances tous ensemble. Ensuite, au niveau des intégrations sociales, l'Église catholique a vraiment joué un rôle négatif à ce niveau-là. La persécution du groupe maçon par cette religion-là a été très importante et a beaucoup freiné le bien-être de cette association-là. Puis maintenant, de nos jours, elle est beaucoup plus acceptée. La persécution est vraiment stoppée. Puis ils prennent beaucoup d'actions au niveau de la promotion, de développement d'instituts intellectuels comme des bibliothèques publiques ou des associations éducatives. Aussi, beaucoup de politiciens sont maçons, donc ils ont une certaine implication en quelque sorte dans la vie publique. De plus, ils font aussi beaucoup d'actions au niveau caritatif et philanthropique, notamment avec des activités caritatives, des aides communautaires, puis comme par exemple des distributions de paniers alimentaires ou des collectes de jouets.